Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette fiche de lecture. Alors cette fois j'ai lu pour vous Abdellah Belkhaziz, un auteur, un chercheur marocain qui vient de publier L'État, l'autorité et la légitimité. Un livre publié en arabe sous le titre Ad-Dawla wa As-Sulta wa Shar'iyya. Donc l'État, l'autorité et la légitimité. Un titre qui déjà est excellent puisqu'il pose la problématique du livre, en plus d'annoncer son sujet, c'est la relation, cette espèce de relation symbiotique, organique entre l'État, donc l'exécutif, l'instrument à travers lequel s'exerce l'autorité, peut être démocratique, autoritaire, tyrannique, tribal ou autre, comme vous voulez, ou même international, l'autorité, et puis la légitimité qui est le combustible, si vous voulez, qui est la matière première du consentement. D'accord? Donc, je trouve que ce titre est excellent, et puis il permet vraiment de poser la problématique dans toute sa richesse. Alors, avant de parler du sujet abordé par M. Belkhaziz, déjà, d'une part, dire que je suis très heureux de rendre compte d'un livre d'un Marocain, d'un compatriote, en plus d'un livre écrit en arabe, puisque tout ce qui est écrit en arabe, et même tout ce qui sort dans les presses marocaines, ou tunisiennes, ou égyptiennes, est souvent accueilli avec indifférence, ou même avec un peu de snobisme, de la part de nous autres, hein, tous les franco-marocains, franco-tunisiens, ou même les Marocains du Maroc qui sont branchés sur l'Occident et la France en particulier. Nous avons un peu tendance, enfin moi je fais mon mea culpa du moins, à donner la priorité, à nous intéresser à ce qui est écrit sur les bords de la Seine que ce qui est écrit ou publié en bas de la rue. C'est ce que je vois aussi ici en Amérique du Sud, entre Boliviens, Argentins, Colombiens, Brésiliens, règne une certaine indifférence et qui fait le contrepoids à l'extrême curiosité, à l'avidité avec laquelle sont accueillies les créations hollywoodiennes ou américaines ou autres. Mais bon, ça c'est la rançon du sous-développement. On commence à snober son voisin parce qu'on estime qu'il nous ressemble et qu'il est comme soi. Et donc il n'en vaut pas la peine, qu'il n'a rien à nous apprendre. Pourtant, M. Belkhaziz a beaucoup à nous apprendre. C'est un îlot de lucidité dans une scène intellectuelle assez pauvre, qui est encore divisée en écoles de pensée, qui sont assez stériles et stérilisantes, castratrices. Il y a les marxistes encore, et toujours comme d'hab. Il y a les pro-palestiniens, qui ne savent parler que d'une seule chose. Il y a les islamistes évidemment, et puis il y a toute une clique qui fait le panégyrique du régime et des régimes, de chaque régime, et qui vit de ça. Elle fait dans le commentaire de l'actualité, et donc ça c'est un peu notre malheur à nous, tous ceux qui essaient de penser librement dans le monde arabe. Alors de manière très humble, je me raccroche à ce train, mais M. Belkhaziz très clairement et très certainement en fait partie. Il pense par lui-même, et ça c'est déjà pas mal, c'est déjà énorme connaissant notre monde intellectuel à nous. Et il pense aussi à contre-courant de ce qui se dit des poncifs qui se disent à Paris ou à Londres sur la démocratisation, sur l'avenir du monde arabe, sur les printemps arabes. Il est vraiment à contre-courant. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc, État, autorité, légitimité, je vous le disais, un excellent titre. Pourquoi? Parce que l'État, c'est l'État-nation. Bon, donc c'est une création occidentale que le monde arabe a importée. Pourquoi pas? On peut importer les choses en les copiant et en les améliorant même. Mais vous voyez que dans aucun État arabe, vous avez d'État-nation qui fonctionne vraiment bien. Il y a quelques exceptions encore, mais c'est pas. Quand on dit monde arabe, on pense pas forcément à une administration capable de contrôler son territoire en tout point et à rendre des services à sa population. L'autorité, eh bien, elle peut être de toutes sortes. Elle peut être démocratique, elle peut être tribale, elle peut être clanique, elle peut être, elle peut être exercée par que sais-je moi, par une autorité coloniale. Hein. Donc l'autorité, elle peut avoir plusieurs formes. Elle peut s'exercer de manière fédérale, de manière centralisée, jacobine, distribuée. Enfin, vous voyez bien ce que je veux dire. Et puis il y a la légitimité. La légitimité qui est à la limite la base de tout, puisqu'elle est le fondement du consentement. Quand une autorité est légitime, eh bien les gens lui obéissent spontanément, naturellement.
Elle a toujours besoin d'une police, d'une justice, d'une armée, mais en nombre minimal ou suffisant. Elle n'a pas besoin de forcer la dose, puisque les gens lui obéissent spontanément. Il s'adresse à ces tribunaux pour régler leurs contentieux, il dépose des plaintes à la police en cas d'agression ou autre, et les gens ne complotent pas H24, 7 jours sur 7 pour faire un coup d'État, ou ne passent pas leur vie à faire des transferts par Western Union à la dissidence ou aux insurgés, qu'ils soient dans le maquis ou à l'extérieur des frontières. Donc un pouvoir légitime, une autorité légitime, est une autorité qui est stable, ce qui n'est pas contesté, et puis elle dépense moins d'argent pour se protéger, donc elle a le temps et les ressources pour s'occuper de ce qui est aussi important, c'est-à-dire le développement économique, qui est la condition de la dignité humaine. Puisque s'il n'y a pas de, si les assiettes sont vides, on ne peut pas faire les droits de l'homme, ni rendre les gens plus heureux et respecter leur dignité. On pourrait même à la limite s'amuser et changer le titre, ce serait d'abord légitimité, autorité et État. Puisqu'il faut d'abord chercher la légitimité, donc se faire obéir de manière naturelle, donc chercher le consentement. Ensuite, exercer l'autorité à travers un instrument qui peut être l'État-nation. Et la légitimité, elle peut devenir, on peut même juger les États arabes et les classer, faire une nomenclature, non pas selon le degré de démocratie ou de développement économique, le PIB par habitant autre, mais par le degré de légitimité. Et là, on aurait vraiment des surprises. Parce que vous verrez, vous pourrez même faire jouer à faire un peu de la voyance, on va dire, de la politique fiction, puisque en classant les régimes par degré de légitimité, vous verrez bien les régimes qui sont capables de durer dans le temps, ou les régimes qui sont très fragiles et qui peuvent être balayés à la moindre turbulence. Bon, Monsieur Blakaziz commence par un constat qui est un constat amer, et je vais vous le lire. Alors, je vais traduire de l'arabe directement vers le français, à moins qu'il y ait des arabophones ici qui aimeraient entendre la version en arabe d'abord. Mais commençons par là. Allez, on va traduire. Donc, c'est de l'État, l'autorité et la légitimité. Et il dit, dans tout le monde arabe, est absente l'idée de la loi. L'idée de la loi est absente, elle a déserté la conscience des gens et leur comportement. Et il cite l'exemple de l'absolue anarchie au niveau de la circulation routière. Il dit, non seulement la loi est absente, la loi n'intéresse personne, le respect de la loi n'intéresse personne, mais aussi la conscience professionnelle aussi fait défaut. Les gens détruisent les installations publiques, les installations publiques, donc les trottoirs, les hôpitaux, enfin tout ce qui est qui dépend de la collectivité. Et puis tout le monde veut s'enrichir, que ce soit les petits fonctionnaires des administrations publiques, comme les grandes entreprises et ceux qui sont en contact des entreprises internationales. Et l'État n'a aucune espèce de prestige dans une société où les gens finalement n'ont pas envie, c'est ça qu'il dit, ils n'ont pas encore compris et accepté l'État, mais ils n'ont pas envie de le faire, ils n'ont pas envie de s'imbiber, de se pénétrer de l'idée de l'État et de l'obéissance à l'État. Il dit l'État, l'autorité est une idée abstraite, d'accord ? Qui n'est pas incarné par le citoyen. Donc, le citoyen, là j'interprète, le citoyen dans ses soulouks, dans ses comportements quotidiens, il n'incarne pas le respect de l'autorité et la déférence qui est due à l'État. Ça me rappelle un peu Carl Jung qui disait que il y a différentes images dans notre psyché, dans notre inconscient. Et pour qu'une image gagne une valeur, pour qu'elle dise quelque chose, pour qu'elle soit valable, il faut qu'elle soit associée à un sentiment, à une émotion. Comme si l'émotion et le sentiment étaient la monnaie, étaient la monnaie de l'inconscient. Et là, quand on entend le mot démocratie dans le monde arabe ou le mot, je sais pas moi, justice, ce sont des mots qui sont désincarnés. Les gens n'y croient pas. Alors ils les disent. Comme nous, en France, on dit diversité, parce qu'il faut bien le dire, ça permet d'ouvrir des portes et de se faire comprendre.
mais les gens n'y associent aucune valeur émotionnelle, ça veut rien dire. C'est juste un sésame, un élément de langage, comme on dit. Eh bien, c'est pareil dans le monde arabe. Vous voyez les gens qui demandent la démocratie, qui descendent dans la rue, demandent le hurriya, la liberté, la démocratie, ils vous demandent la dignité et autres, mais derrière, les gens ne se comportent pas conformément à cela. Un exemple très, très clair, hein, tout le monde veut des droits, tout le monde veut être respecté, mais dès que les gens arrivent dans un hôpital, dès qu'ils ont besoin d'être auscultés, ils arrivent aux urgences par exemple, et bien tout de suite, qu'est-ce qu'ils font? Ils court-circuitent le circuit normal qui garantit normalement la dignité, qui garantit un traitement égal aux gens. Parce que tous les hôpitaux ne sont pas dans un état déplorable dans le monde arabe, il ne faut pas non plus exagérer. Il y a des hôpitaux qui fonctionnent, ou qui sont faits, ils sont financés et construits pour fonctionner. Et avec les ressources humaines qui vont bien, les processus qui vont bien. Donc quand les gens arrivent, et ils ont besoin d'être auscultés, d'être examinés, eh bien, ils prennent leur coup de téléphone, enfin, ils donnent un coup de téléphone à un ami, à une connaissance qui connaît quelqu'un dans l'hôpital. Et vous court-circuite tout le circuit formel, et le médecin qui est là de garde, ben, il commence à recevoir des appels, des SMS, des messages WhatsApp pour lui dire un tel est le frère je sais pas, de ma tante, un tel est un ami, qu'il soit bien traité. Donc les gens finalement, ils ne veulent pas des droits, ils veulent des passe-droits. Et quand ils n'ont pas de connexion, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent un billet. Et moi, je me rappelle très bien d'une conversation que j'ai eue j'allais dire, à quel endroit? Donc, dans une petite ville marocaine, une ville moyenne, de 100 000 à 100, ouais, moins de 100 000 habitants, avec un directeur de l'administration qui me disait qu'il a passé des ordres, des consignes très claires pour éviter le bakshish. Et contrairement à beaucoup de bureaucrates, lui, il était sur le terrain tout le temps pour vérifier que ces consignes étaient suivies. D'accord? Et il me dit, souvent, j'ai eu des collègues, des fonctionnaires, des subalternes qui l'ont appelé pour lui dire, écoutez, chef, on a fait le travail, on a donné le certificat demandé par je sais pas moi, un certificat un permis d'habiter, par exemple. Eh bien, les gens insistent pour donner de l'argent. Même si on ne leur demande pas d'argent, ils leur demandent juste de quoi payer le timbre fiscal, ben les gens vous donnent de l'argent avant, pendant et après. Donc ça c'est hallucinant. Et ce type était un jeune, il doit avoir moins de 40 ans, et il était même dépité de voir que c'est le citoyen lui-même qui veut corrompre. Alors là, il faudrait aller dans les profondeurs psychologiques et dans les mentalités, mais c'est le travail que fait M. Belkacem. Il dit, mais qu'est-ce qui pousse les gens à vouloir saboter l'État, à vouloir saboter l'application de la loi, comme disent les Américains, fort justement, law enforcement. Qu'est-ce qui fait que les gens s'opposent au law enforcement, à l'application de la loi? Et là, on arrive au noyau de vraiment à la substance vraiment de son raisonnement. Il dit que chez les Arabes, dans le monde arabe, il y a deux softwares en parallèle qui se chevauchent. Il y a un software qui est moderniste, c'est celui qu'on voit de loin. Donc les droits de l'homme, la modernité, l'État-nation, la Constitution, le habeas corpus, la séparation des pouvoirs, les élections et autres. Et puis il y a un software profond qui est encore tribal, clanique, interpersonnel. C'est un peu ce qui se passe en Italie du Sud, en Sicile, en Sardaigne. C'est que vous avez l'Union européenne, les subventions, les droits de l'homme, Amnesty d'un côté, les startups d'un côté, et de l'autre, vous avez la mafia, l'extorsion, le pizzo, l'habitat informel et toute une économie qui est informelle. Et toute une violence aussi qui est là, qui est tout à fait anachronique. On n'est plus on est encore dans une violence qui vient d'un Moyen-Âge qui ne veut pas mourir qu'autre chose. Et bien dans le monde arabe, c'est ça au carré. C'est-à-dire que vous avez un État encore plus faible qu'en Sicile, beaucoup plus formel, on dirait une couche de maquillage, une couche de rimel, qui est passée sur une cicatrice ouverte, qui est l'héritage de ces mentalités qui sont largement féodales, largement claniques, largement bédouines. Et donc quand je dis clanique, féodal, bédouine, c'est tous, je ne fais que prononcer des antonymes de l'obéissance à l'État, puisqu'un bédouin, c'est quelqu'un qui est nomade, qui est par définition insaisissable. Un féodal, c'est quelqu'un qui applique son pouvoir à lui dans son coin et qui n'a rien à faire du pouvoir jacobin, ou qui passe sa vie à essayer de le modérer. Et le clan, la tribu, ben, vous voyez bien, c'est une autorité en soi, c'est un État à la limite en soi, et il résiste
de toutes ces forces aux fonctionnaires, aux policiers, aux juges qui viennent de loin, parce que dès que la tribu cesse de donner la justice et cesse de gérer les contentieux, elle n'existe plus. Elle devient une espèce de relique vivante. Eh bien, ce que dit M. Belkhazi, c'est que dans la mentalité arabe, ces deux softwares-là, ces deux ordres de pensée, ces deux régimes de pensée, eh bien, ils coexistent. C'est ce qui fait que nos États, nos grandes constructions, nos bâtiments administratifs, notre grande arsenal légal, réglementaire, tout ça, c'est un décor en carton-pâte, c'est du papier mâché, c'est un décor de cinéma, où les gens jouent un théâtre. Comme en France, les gens disent diversité pour s'en sortir, pour être compris, eh bien, dans un pays comme la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, que sais-je, eh bien, les gens, ils vont vous dire, oui, nous voulons les droits, nous voulons l'état de droit, nous voulons aller à la cour constitutionnelle, au tribunal administratif et tout ça, mais leurs comportements quotidiens vont pointer plutôt vers, vers un court-circuitage de l'autorité et du processus démocratique. Prenez par exemple le cas de la corruption. La corruption est un quatrième pouvoir dans les pays arabes. Nous, on dit souvent le quatrième pouvoir, c'est la presse. Non, ce n'est pas la presse, du moins pas dans les pays arabes, c'est la corruption. C'est-à-dire que quand vous donnez de l'argent à un policier ou à un fonctionnaire, eh bien, vous limitez l'application de la loi. Vous limitez l'État. L'État a beau dire à ce policier-là, tu vas... Je sais pas, prenons le cas d'un ingénieur de la préfecture ou de la municipalité. L'État lui dit, tu vas appliquer le plan d'urbanisme, le schéma directeur, et dans tel endroit, il y aura un parc public ou un verger. Arrive le citoyen, lui donne un bac-chiche, et le type, il vous autorise à construire. Eh bien, le type, eh ben, qui a raison, qui a le pouvoir dans ce cas? C'est le citoyen, c'est pas l'État, parce que l'État est impuissant. Il n'arrive pas à appliquer son autorité, il n'arrive pas, ses instructions ne sont pas suivies, puisqu'un bac-chiche a suffi à dissuader le fonctionnaire de travailler et d'appliquer la politique de l'État. Alors vous imaginez le lendemain si ce fonctionnaire lui-même est intimidé, menacé par les habitants, à travers une mafia, à travers une milice ou autre. C'est ce qui s'est passé en Syrie et ailleurs. Bon, les choses dérapent. Mais déjà, les choses dérapent bien avant. C'est ce que dit Belkhazi. Et ce que j'ai toujours pensé, on n'a pas besoin de terroristes ou d'une milice ou de la mafia ou d'insurgés pour intimider l'État. Il se laisse déjà acheter. Donc il ne se fait pas obéir en temps de paix, quand le business est as usual, comme on dit, alors imaginez en temps de guerre. C'est ce que j'appelle des États extrêmement fragiles. Alors de loin, vous voyez les grands bâtiments, vous voyez les bâtiments en verre, la clim, les beaux palmiers importés de l'étranger qui coûtent 1000-2000 dollars pièce, les belles voitures avec vitres teintées, vous voyez tous les signes extérieurs de richesse et de puissance de l'État, les beaux véhicules de police et tout ça, tout ce que vous voulez, hein. Les avions, les hélicos et tout ça, mais bien évidemment les tablettes, hein, les iPhones, mais tout ça c'est un décor en carton-pâte puisque les gens ne font que... Ils jouent un théâtre, ils jouent deux partitions, l'officiel et l'intime. D'un point de vue psychologique, c'est sublime, c'est vraiment, enfin c'est presque du Shakespeare. D'un point de vue technique, froid, de l'efficacité, eh ben ça marchera pas, ça marchera jamais. C'est ce que dit Belkhazi. Et il est vraiment louable de voir un intellectuel avoir le courage de dire ça. Parce que sa vie à Belkhazi aurait été certainement beaucoup plus facile s'il était dans le triptyque démocratie, liberté, égalité, droits de l'homme. Parce que là, il aurait eu les subventions et les droits de cité, alors que lui, il prend exactement les choses en creux et il montre la duplicité constante de la société et des gens. C'est pas, disons, je me permets de mettre ces mots dans sa bouche. Le problème dans le monde arabe, c'est pas le régime ou les régimes, c'est les gens. Le régime, il est là, il fait ce qu'il peut par rapport aux mentalités, au terrain humain, comme diraient les gens de la contre-insurrection, mes amis militaires. Le régime, il fait ce qu'il peut. C'est les gens qui contrôlent ce régime et lui permettre d'être ceci ou cela. Alors, où va-t-on? Où va-t-on? Ben, on est enfin, déjà, où en sommes-nous? Donc, c'est une société du Frankenstein. Les contradictions s'empilent. Vous avez deux types de valeurs, deux types de mentalités, deux types de régimes de valeurs, de systèmes de valeurs qui sont comment dirais-je, qui fonctionnent en parallèle. Alors, où va-t-on? Ben, on va nulle part, parce que l'efficacité est impossible. Vous ne pouvez pas créer de la valeur avec créer des richesses, résoudre des problèmes. Comment peut-on
juger un régime. Alors je vous ai dit, on peut les classer selon le degré de légitimité. C'est un exercice que je vais d'ailleurs faire parce que ça nous donnera des surprises. Si ça ne m'envoie pas en prison, vous me livrerez des oranges en prison, comme on dit. Mais on pourrait aussi classer les régimes par le degré d'efficacité. Et comment on la mesure, cette efficacité? C'est par les problèmes résolus. Parce qu'on vous donne l'autorité, on vous obéit, on vous délègue notre pouvoir, on vous donne nos armes, nos glaives, nos revolvers et tout. On vous laisse on vous laisse nous dominer pour que vous puissiez résoudre des problèmes. Et comment on résout les problèmes? C'est en prenant des décisions. Donc on pourrait classer les régimes selon le nombre de problèmes résolus et où le nombre la prise de décision. La qualité il y a des endroits, il y a des administrations, des régimes qui n'arrivent pas à prendre des décisions, qui laissent faire, qui se maintiennent au pouvoir par l'indécision ou la passivité. Eh bien, cette prise de décision, cette efficacité, qui est de résoudre des problèmes en prenant des décisions, elle est impossible quand vous avez deux softwares. On peut prendre l'image d'un ordinateur. Quand vous avez Windows et iOS, Apple sur la même bécane, la même machine, ça ne marche pas. C'est exactement ça le monde arabe. On est dans l'écran bleu, on est dans le bug depuis toujours. Et c'est ce que j'appelle le piège du sous-développement. Donc ce n'est pas le pétrole ou le gaz qui va nous développer ou nous sous-développer, ou nous maintenir dans la paresse et dans l'inefficacité. C'est même pas, à la limite, c'est même pas l'éducation. Imaginons demain, on met tout l'argent sur l'éducation. Imaginons demain, le Qatar et l'Arabie Saoudite décident de faire du bien, enfin, au monde arabe, et de doter le monde arabe des meilleures universités, de Casablanca au Caire, passant par Bagdad. Les meilleurs profs, ils pourraient commencer par traduire tous les livres qu'en font les Japonais. Tout ce qui sort en anglais, en français, en espagnol, en russe, en chinois, les Japonais le traduisent, sans réfléchir. Tout ce qui est publication scientifique, et les Japonais traduisent, de la sociologie aux nanotechnologies. On pourrait dire que le Qatar et l'Arabie Saoudite font ce cadeau-là au monde arabe. C'est le moins de choses qu'ils puissent faire. Et bien, mais même en faisant cet effort-là qui serait colossal, ça ne résoudrait pas le problème. Parce que qu'est-ce qu'on va enseigner aux gens? Quelle valeur? C'est ça le problème. Quel software on va essayer de leur implanter? Parce que nous vivons entre deux softwares. Nous n'avons toujours pas accepté la fin du monde tribal, la fin du clan. Nous vivons dans une espèce de patriarcat 2.0, 3.0, où finalement l'autorité du père, elle a été remplacée par l'autorité de l'argent. L'autorité de l'argent et les liens de sang, c'est-à-dire que on obéit toujours à quelqu'un dans une famille ou dans une famille élargie. C'est parfois le père, mais ça peut être aussi une mère, une femme, du moment qu'elle a de l'argent. Or, la modernité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas obéir à celui qui a de l'argent, donc l'accès à l'État qui peut le corrompre. Non, c'est pas ça. La modernité, c'est autre chose. C'est le primat de la loi. Voilà, donc on va nulle part. Et M. Belkacem a le mérite, à mon avis, de mettre le doigt là où ça fait mal, et d'une manière très simple, et son livre se lit très bien, en arabe évidemment. Voilà, donc si je peux aider à diffuser ce livre et à le faire traduire en français, Inch'Allah, comme on dit chez moi, ce sera avec le plus grand des plaisirs. Si vous voulez m'aider, et aider tous les penseurs arabes comme M. Belkacem qui pensent dans leur langue maternelle et de manière libre, n'hésitez pas à partager cette vidéo. C'est ce podcast aussi. Merci, à bientôt.